La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Christa est inquiet. Ben, je suis pas inquiet, il est 11h14. C'est comme si de jour en jour, tu me laisses de plus en plus de temps. Comme si tu appréciais les moments passés avec moi. Exagère pas. Fais-toi pas d'histoire. Non. Mais non, c'est juste... Non, mais c'est fluide, cette affaire-là. Là. C'est une émission de radio. Là. Oui. Les gens... Tu sais, on dit ce qu'on a à dire. À un moment donné, on va pas prolonger l'entrevue juste pour rentrer dans les temps. Mais j'ai des courriels, des messages que je vais lire tantôt là, parce qu'on va revenir à midi, des expériences des gens là, qui en attente de chirurgie, qui cherchent un médecin de famille. Puis là, de rappeler, autant au gouvernement qu'aux fédérations de médecins, on existe. Là. Puis on veut que tout le monde soit heureux. Là. Puis on veut pas que les médecins fassent faillite. Puis on veut pas qu'ils soient malheureux. Puis on veut pas qu'ils se sentent pas appréciés et lésés. Mais il y a des gens inquiets parce qu'ils voient leur groupe de médecins de famille fermé, ou en tout cas l'annoncer. Elle dit, ouais, mais moi, je suis malade, là. Qui va prendre soin de moi? C'est vraiment, c'est assez troublant ce qui se passe. Puis, il y a des médecins qui prennent ça personnel. Moi, je suis pas dans le personnel, là. Moi, je regarde ça de loin, puis je me dis, les médecins. Il y a des Québécois qui veulent un médecin de famille. C'est ça. Ils l'ont pas. Les médecins ont des bons arguments sur certains sujets. Le gouvernement en a aussi. Puis, les médecins, ils font erreur sur certains sujets, puis le gouvernement aussi. À mes yeux, comme citoyen, comme patient et comme... patient pour une chirurgie cardiaque bientôt. Ah non, regarde. Parce que c'est lourd ces temps-ci. Je suis pas trop... mais ça va continuer d'être non, je le sais. Tu veux faire le suivi sur cette nouvelle d'hier? Oui, et j'ai appris de nouveaux détails troublants au sujet de cette histoire-là. On s'en souvient, très tôt hier matin, une attaque à la hache, un jeune homme de 14 ans seulement, qui aurait attaqué sa grand-mère de 73 ans à coups de hache. D'abord, je dois te dire que la victime de 73 ans a succombé à ses blessures tard hier soir à l'hôpital, donc c'est officiellement considéré comme un meurtre. L'adolescent a comparu hier soir sous une accusation de voie de fait grave, doit revenir au moment où on se parle... Voie de fait grave? C'était voie de fait grave parce qu'elle n'était pas encore décédée, mais ce qu'on me disait hier, c'était qu'elle avait à peu près pas de chance de s'en sortir. Donc, revient en chambre de la jeunesse en fin d'avant-midi pour officiellement être accusé de meurtre. Puis je te le disais, j'ai... 14 ans, hein? 14 ans, oui. J'ai obtenu de nouveaux détails concernant cette histoire-là, mais surtout sur le passé de l'adolescent. On parle parfois de l'égalité des chances, hein? Des jeunes qui viennent au monde et qui n'ont pas la même chance que... Il y en a qui vont être élevés dans la ouate avec des parents aisés. Il y en a d'autres qui vont l'avoir difficile avec des parents un peu tout croche. Puis c'est exactement ce qui est arrivé à ce jeune-là. En 2013, quand cet ado-là avait seulement 2 ans, il était dans la maison à Longueuil, dans la maison familiale, et sa mère, qui était une consommatrice d'héroïne et une trafiquante d'héroïne, a été assassinée. En pleine nuit, quelqu'un qui a sonné à la porte. Comme elle venait pour aller répondre, elle s'est fait tirer à travers la porte. Elle est morte. Le jeune avait 2 ans. Donc, je pense pas qu'il a été témoin de ça, mais il a assurément entendu les coups de feu. Et là, on peut parler du père. Est-ce que le père aurait pu prendre charge de lui? Ben non. Le père, c'est un criminel de carrière. Le père, au moment du meurtre, était en prison pour d'autres crimes. Depuis la fin des années 90, il a passé plus de temps en prison qu'à l'extérieur. Alors, c'est là que la grand-mère est arrivée à la rescousse, la grand-mère du côté paternel. Plutôt que de laisser son petit-fils de 2 ans être pris en charge par la DPJ, elle a dit « Hey, je vais m'en occuper, moi. » Elle l'a pris avec elle l'a élevé à partir de ses 2 ans jusqu'à ses 14 ans, au moment où il l'aurait tué à coups de hache. Mais quand tu parles à des amis de cet adolescent-là, des amis d'enfance, ils disent, écoutez, on lui parlait, il était fin, il était super cool, le gars, on jouait avec lui dans le quartier, puis à un moment donné, du jour au lendemain, c'est comme si la switch a allumé, il a changé de comportement, il s'était mis à consommer de la drogue. Alors, ces jeunes-là se sont mis à arrêter de lui parler. Et au moment où on se parle, le père, les jeunes croyaient qu'il était en prison. Il n'est pas en prison. Il est en attente de 2 procès pour 2 histoires différentes encore. Et là, tu as ce jeune-là qui est présentement détenu
pour le meurtre de sa grand-mère, celle qui a pris soin de lui depuis les 12 dernières années. L'aurait tué donc à coups de hache. Ensuite de ça, vole le véhicule de sa grand-mère, s'enfuit. 2,5 km plus loin, fait une sortie de route. Quand les policiers sont arrivés, ils ont procédé à son arrestation parce qu'au moment des faits, selon ce qu'on me dit, il était sous l'influence de la drogue et aurait tout avoué aux policiers de ce qu'il venait de faire, l'horrible crime qu'il venait de commettre. Donc, ça revient à dire... l'égalité des chances. Ouais. Ce jeune-là, ça excuse rien, mais ce jeune-là, quand il est venu au monde... Il y a un contexte. Oui, il y a un contexte. Il y avait déjà 2 prises contre lui. Il ne faut pas s'étonner. Quand tu pars dans la vie avec ça, là, ta mère qui vend de la drogue, qui se fait assassiner... Consommatrice aussi. Oui. Puis ton père qui est en prison. Qui n'est pas présent. Oui. Mais c'est... Puis en même temps, moi, ce qui me trouble dans cette histoire-là, c'est l'âge, c'est 14 ans. C'est la consommation de drogue. Puis à 14 ans, là, souviens-toi, on est mêlés. Mm-hmm. On cherche, on veut savoir qui on est, on veut savoir comment les autres nous perçoivent. On est en pleine turbulence. Notre identité n'est pas faite, notre cerveau n'est pas complété. Puis là, tu me prends de la drogue par-dessus ça, là. On ne peut pas garantir des effets. Là, tu dis, il reste une affaire, Maxime. On sort là, du sujet, mais qui lui vendait de la drogue? Ah ben oui. Ben oui. C'est qui la crapule qui a vendu de la drogue à ce mineur? Il y en a combien d'adultes qui vendent de la drogue aux mineurs? Mm-hmm. C'est toujours pas réglé, ça. La sentence, il n'y a pas de sentence plus sévère parce que tu te fais pogner à vendre de la drogue. Quand tu parles de trafic de drogue, d'abord, les petits trafics, c'est probablement un petit dealer qui vendait de la drogue. Mais ce petit dealer-là, tu lui passes les menottes, tu l'arrêtes. Dès le lendemain, il va y avoir quelqu'un pour prendre sa place. Si tu t'attaques aux têtes dirigeantes, ça va peut-être prendre quelques jours de plus, mais eux autres aussi vont être remplacés. Alors, qu'on le veuille ou non, le trafic de drogue, la drogue, est ici pour rester. Fait qu'il faut juste dealer avec, sans mauvais jeu de mots. Mais quand t'es pognes, là, deal avec. Quand tu pognes un adulte, tu sais, on parlait là, des adultes qui recrutent des crottés pour commettre des incendies criminels ou pour tirer sur une maison. Là. Ces adultes-là, là, quand on les attrape, quel genre de sentence ils ont? Un adulte là, que tu pognes à vendre de la drogue à des mineurs, quel genre de sentence il a? Oui. Sauf qu'en même temps... C'est pas le gouvernement quand même va changer quelque chose à ça. Un gros trafiquant, là. Quand même tu fais comme aux États-Unis, puis tu lui donnes 450 ans de prison. Ben, c'en est un. Oh, mais c'est pas lui, c'est un autre. Il va on va payer l'autre. T'sais. Mais tu peux pas abdiquer non plus, là. Non, on peut pas abdiquer. Fait que oui, il est remplacé, on va payer le remplaçant. Jusqu'à temps qu'on rende la job pas très intéressante. Ça serait peut-être ça aussi. Il y en a beaucoup qui sont prêts à prendre des gros risques en échange du petit money. Oui, mais ils vont se ramasser en prison. Ouais. Mais pas 6 mois, pas 3 mois. Bon, puis il y a une nouvelle forme d'extorsion qui vise les restaurateurs. On dirait que c'est pas une bonne époque pour être restaurateur à Montréal. Pas bien, non. Tu sais, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de restaurants qui ont été ciblés par des tentatives d'extorsion, ciblés avec des incendies criminels. Tu sais, on fracasse la vitre, on lance un cocktail Molotov à l'intérieur, on leur demande de payer pour un soi-disant service de protection. Il y a d'autres fois où on va juste tirer dans les fenêtres du restaurant. Il y a d'autres fois, on arrive avec un marteau en dedans, on casse tout. Puis on dit, on a vu ça. Tu vas me payer 100 000 $ pour service de protection, puis ils s'en vont. Mais là, il y a une nouvelle forme d'extorsion. Je ne sais pas si c'est en train de prendre de l'ampleur, mais en tout cas, il y a quelques restaurateurs, au moins 3 restaurateurs qui sont aux prises avec ça. C'est ma collègue Anne-Sophie Poiré qui a sorti la nouvelle. Il y a des bandits qui font ça directement à partir de leur téléphone. Même plus besoin de te donner le trouble de partir en char, d'aller chercher du gaz. C'est froid en plus. Ben, oui. Ouais. Fait qu'ils sont directement sur leur téléphone, puis c'est pas compliqué ce qu'ils font. Ils vont, tu sais, là, quand tu veux aller dans un restaurant, tu pitonnes sur Google, puis là, il y a l'avis Google. Ouais. Ça marche en système d'étoiles. 1 étoile, c'est mauvais, puis 5 étoiles, c'est excellent. Et tu peux laisser des commentaires. Et moi, madame, à la maison, fait tout le temps ça. Quand on va visiter une nouvelle place, elle va lire les avis Google. Ben oui. Et ce que ces nouveaux arnaqueurs-là font, c'est qu'ils vont sur l'avis Google d'un restaurant, ils vont laisser des commentaires négatifs. Ils vont laisser 1 étoile. Je te lis, par exemple, le genre de commentaire. Par exemple. Nourriture trop chère et décevante. Le burger était détrempé et brûlé. Les frites étaient rassis. Première chose, là, je savais pas c'était quoi rassis. J'étais allé googler.
C'est plus très fraîche. Un autre commentaire. La nourriture était froide et sans goût. Le personnel semblait indifférent. Je ne reviendrai jamais. Un autre commentaire dans un resto de sushi. On dit que les sushis n'étaient pas frais. Puis honnêtement, si tu vas dans un restaurant de sushi puis que tu lis des commentaires Google qui disent que les sushis n'étaient pas frais, non, ça ne te tente pas d'aller être malade là-bas. Ben non. Fait que les arnaqueurs, eux autres, ont pensé à tout. Parmi les avis, ils vont en laisser un qui va dire « Si vous voulez qu'on enlève les avis, contactez-nous. » Notre journaliste, elle a téléphoné. C'est un numéro qui est basé au Pakistan. Et c'est des gens qui offrent d'effacer les commentaires, les mauvais commentaires, en échange de entre 100 et 200 $. Il y a un article la semaine dernière dans le média américain The Enquirer au sujet de cette nouvelle forme d'extorsion artisanale, disons-le. C'est une arnaque qui serait commandée depuis le Pakistan ou le Bangladesh qui cible les petits commerçants pour qui les avis Google, là, c'est bien, bien, bien important. Mais maintenant, ça arrive au Québec. Bonne chance pour aller les arrêter là-bas. Bonne chance. Ben oui. Puis en même temps, les critiques, là, ce que tu as montré, Mixer Star, Joe Root, Joe Croy, ben, tu peux pas prendre ça au sérieux. Il y a Croquette High, il y a Joe non, mais si vous voulez évaluer un restaurant ou vous fiez à des évaluations comme ça, que le vrai nom soit là, mais tu sais, Joe Root ou Big Bad Motherfucker, tu prends pas ça au sérieux. Sauf qu'il y a des gens, des fois, tu sais comment c'est, aujourd'hui, on est pressé, ils prennent pas le temps d'aller commencer à regarder le profil de chaque personne qui a laissé un commentaire. Ils vont regarder le nombre d'étoiles. Tu vois, le restaurant, le bistrot La Franquette, il y a quelques jours, je crois que son nombre d'étoiles était à 4,8. Rocket High. Ouais, c'est ça. Ben non, fuck Rocket High, c'est qui ça? Je comprends, sauf que pour des gens pressés qui regardent ça vite, ils vont, oh, tabarouette, mettons. Non, mais regarde vite, mais regarde au complet. Ah ouais. Je suis d'accord avec toi. Si tu as des avatars comme ça. Le nouveau système d'extorsion, ça se peut. J'en reviens. Ça n'arrête pas. Surtout, elle n'est pas travaillée. Non, ben non. Non. Ben non. Puis il y a 2 voleurs en série. Quel âge ils ont? 15 ans. Ah oui, encore. Hein? Il y a eu de nombreux vols dans les derniers mois, commis dans l'est de Montréal, principalement dans les arrondissements d'Anjou, Saint-Léonard et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Toujours la même affaire. Tu vends, par exemple, ton laptop sur un site de revente. Tu annonces ça sur le site de revente. Exemple, Marketplace. Fait que tu annonces ton laptop, puis là, tu as quelqu'un qui t'écrit, puis cet article est-il encore disponible? Ben oui. Combien tu demandes? 600. Bon, ben parfait, je t'offre 500. Parfait, on a un deal, on se rencontre à tel endroit. Alors toi, tu pars avec ton laptop, tu t'en vas le vendre, et toi, tu t'attends à rencontrer Jean-Michel, 45 ans. Finalement, c'est 2 petits bums qui t'aspergent de poivre de Cayenne, qui te bardassent un peu, qui te volent ton laptop, puis dans le temps de le dire, ils sont où? Ils sont partis, t'as plus ton laptop, t'as pas ton argent. Alors, ça s'est produit plusieurs fois dans les derniers mois. Les policiers, diverses techniques d'enquête, ont réussi à identifier les 2 suspects. On les arrête. Bravo. 2 petits garçons, 2 adolescents de 15 ans. On a mené des perquisitions dans leur logement respectif où on a saisi du stock, des éléments de preuve. Le SPVM a annoncé leur arrestation hier. Ils ont comparu en chambre de la jeunesse, Benoît. Oui. Accusation de vol qualifié, possession d'armes en vue de commettre une infraction au recel, entrave, etc. Et on les a remis en liberté avec des conditions à respecter. Et le SPVM le précise, l'une des conditions, c'est de respecter un couvre-feu. Puis là, je vais y aller d'un commentaire bien personnel. Benoît, qui dans la maisonnée va faire respecter ce couvre-feu? C'est Pépa puis Maman. Il était où? Pépa puis Maman, quand... Qui arrivait avec de l'argent à la maison. Ben ou un laptop ou un Kodak. Ben oui. Mais comment se fait que papy, maman, là, papa, maman, ils n'ont pas été convoqués, eux autres? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je le sais. Mais pourquoi ça fonctionne pas mal? Mais ils ont assurément été avisés. Si ton gars est un petit crosseur, là, puis c'est un violent, ben t'es le parent, t'es responsable. Mm-hmm. Et là, il serait temps qu'on tienne responsable les parents des gestes commis par les adolescents. Oui. Mais je pense qu'il y a certains endroits dans le monde où ça se fait. Ça se fait pas au Québec. Et je ne crois pas que ça va se faire non plus. Ben non, c'est la Charte des droits. Mais les parents, là, quand tu as des enfants qui arrivent, c'est ça, avec un nouveau laptop, il y a 15 ans, tu sais, les parents... Posez des questions. Pose des questions. Va promener dans sa chambre. Oui. C'est toi qui payes le loyer. Puis quand il arrive avec des vêtements griffés de marque, puis tu sais qu'il ne travaille pas. Ouais.
questionnez-les donc. Ben oui. Puis si vous répondez quelque chose qui n'a pas de sens, dites tu mens. Ben oui. Puis c'est moi le père, c'est moi la mère. Tu vas me parler comme du monde. Ouais. En attendant, respecte le couvre-feu. ça me fait rire. Oh non, sors par la chambre. Si la police vient, je vais dire que tu dors. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout? C'est assez. Je pense que oui. On se refait ça demain, si tu veux. Salut. Salut.